Les aborigènes vivent sur le continent australien depuis plus de 50 000 ans. Lors de la dernière ère glaciaire, ils ont survécu à la sécheresse la plus longue de l'histoire, mais se sont ensuite retrouvés confrontés à une nouvelle épreuve. Il y a 18 000 ans, la planète s'est réchauffée et le niveau des mers est monté de plus de 120 mètres, engloutissant un quart du continent. Les grandes inondations se sont traduites par des inventions ingénieuses, une explosion culturelle, des conflits et l'apparition de nouvelles ethnies. Les grandes inondations sont relatées par le peuple Pitjantjatjara Tiatiar dans le Wadi Ngingni, littéralement le rêve du pinson. Les ancêtres se sont noyés ici. Tous les hommes se sont noyés ici. Ici même. Il y a 18 000 ans, l'élévation du niveau des mers a commencé à submerger le sud du continent. Pendant plus de 10 millénaires, chaque génération a vu disparaître une centaine de kilomètres de territoire. Certains ont voyagé jusqu'ici. Ils ont vu l'eau monter. Elle pénétrait loin à l'intérieur des terres. Un peu plus, et toutes les populations auraient disparu. Mon père, mon grand-père, ma mère ne seraient jamais nés. On ne serait pas là si l'eau avait continué à monter. Du temps de vos ancêtres. D'accord. Ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le temps du rêve, des milliers de Wadi Ngingni, les personnages légendaires qui avaient pour totem le pinson, ont quitté leur terre natale et rejoint le centre du continent pour fuir les inondations. Ils ont attaché leurs lances ensemble et ont plongé dans l'eau pour former les falaises de Nullarbor. Tous ont péri noyés, mais les flots ont été arrêtés. Dans l'ancien temps, les esprits des ancêtres ont créé les falaises sur lesquelles nous sommes assis. En tant qu'archéologue, on sait que la mer était très loin, plus loin que l'horizon. Paris. Et petit à petit, elle a grignoté du terrain, encore et encore. La science nous dit que ça a commencé il y a 18 000 ans, qu'elle a recouvert de plus en plus de terre et qu'elle s'est arrêtée il y a 6 700 ans. Ce qui veut dire que si les deux récits racontent la même chose, c'est la plus vieille légende divine du monde. Qu'en pensez-vous? La légende et l'histoire, elles se rejoignent. Mon père, ma grand-mère et mon grand-père nous ont raconté l'histoire de l'inondation. Ils nous ont dit « respecte la loi ». Respecte la loi. Il y a eu transmission. Les légendes sur les grandes inondations se transmettent depuis des centaines de générations un peu partout en Australie. Au nord-est du continent, Garngoor, la femme mouette,
a formé les îles Wellesley dans le golfe de Carpentarie en découpant le rivage avec son radeau. En Australie méridionale, Ngurunderi, furieux, a déclenché un raz-de-marée pour noyer ses épouses, séparant ainsi l'île Kangourou du continent. Dans la région de Kimberley, l'élévation du niveau des mers a provoqué la mousson. Pour le peuple Wunambal Gambera, c'est la période correspondant à la création du monde. Le grand esprit Wandjina a sorti un nuage de son halo et d'un souffle l'a propulsé dans le ciel. Le nuage a grossi de plus en plus et la pluie s'est mise à tomber. Et ça a créé la terre, les fleuves, les lacs et même les étangs qu'on a aujourd'hui. Il y a plus de 12 000 ans, le climat chaud et humide a favorisé une culture des sols florissante. Les Wunambal Gambera ont peint les premières scènes de cérémonie au monde, les figures des Bradshaw ou Gwion. Leurs descendants tentent de mieux comprendre cette œuvre d'art ancestrale, avec l'aide d'une équipe d'archéologues. Les multiples détails de ces peintures rupestres nous renseignent sur la vie il y a 12 000 ans. Ce personnage-là, je l'aime beaucoup. On voit que ses cheveux sont coiffés de petites couettes ou tresses. Et on voit même où ils sont attachés. Si on remonte jusqu'en haut, malheureusement il manque un bout de paroi, on distingue une énorme coiffe qui retombe. Des fois, ils se mettaient de la cire d'abeille dans les cheveux pour les faire tenir en l'air. Au bout, ils les enroulaient en chignon et piquaient une plume d'émeu dedans pour faire plus joli. Un garçon tend la main vers son père. Il se prépare pour une cérémonie, un corroboree. Les jeunes garçons deviennent des hommes. Imaginez le mouvement de leur coiffure quand ils dansaient et le mouvement tourbillonnant de leurs différents costumes. La région de Kimberley abrite des milliers de ces dessins qui célèbrent la vie. Sur ce territoire reculé et rude, les populations parvenaient, semble-t-il, à cultiver les sols. Les 61 silhouettes géantes sur cette paroi montrent que la nourriture était abondante. Chaque personnage a un peu de ventre, mais une taille marquée.
À mon avis, ça veut dire qu'ils étaient bien nourris et ne manquaient de rien. Habituellement, les groupes de chasseurs-cueilleurs n'ont pas de graisse. Et je pense que les rondeurs étaient admirées. On voit quelques postures de combat, mais sinon la plupart des silhouettes sont en position passive. Peut-être qu'il y avait peu de rivalité à propos des ressources et des territoires, et donc peu de tension. On sent plutôt une harmonie entre les gens. À 800 km à l'est, en terre d'Arnhem, une autre forme d'art très expressive a vu le jour à la même époque. Il y a énormément de personnages et d'attitudes différentes. Ils courent, ils trébuchent, ils tombent ou ils tiennent debout. C'est très varié. Les silhouettes sont tellement détaillées et empreintes de mouvements qu'elles font ressurgir des tranches de vie vieilles de 12 millénaires. Ce pauvre homme est tombé à terre. Il est prostré et une lance lui perfore le torse. Mais on dirait que la personne à l'arrière-plan accourt en agitant son boomerang, peut-être pour lui asséner le coup de grâce. Celle-ci est magnifique. Ce qui est passionnant, ce sont ces deux rangées de petites traits qui partent de la bouche et qui évoquent la parole de la personne. Ça renforce le côté animé et vivant de cette section en particulier, mais aussi de la scène tout entière. Ce sont les premières représentations du son et du mouvement. Ces scènes d'action sont étonnantes et elles sont antérieures aux œuvres du même genre dans le reste du monde. Quand on étudie l'art rupestre australien, on retrouve des styles spécifiques sur des étendues très vastes. Les figures de corps en mouvement des Guyane, c'est du grand art. Ce sont des développements culturels majeurs, ce qui laisse à penser qu'on n'avait pas affaire à une poignée d'aborigènes en proie aux éléments, mais plutôt à un groupe assez nombreux, doté d'une culture complexe, à la fois visuelle, cérémonielle et spirituelle, qui a perduré très longtemps dans ces régions. Le début des grandes inondations marque une période de créativité intense. Les représentations en mouvement des Guyane figurent pour la première fois l'une des inventions les plus ingénieuses de la préhistoire, le boomerang. Nous avons là le plus vieux boomerang en bois au monde. Il a 9000 ans. Des boomerangs de chasse ont été retrouvés dans d'autres régions du globe. Mais le boomerang qui revient est propre à l'Australie et suppose la compréhension de certaines lois physiques très complexes. Le boomerang qui revient est une invention extraordinaire. On ignore d'où vient l'idée, sans doute de tâtonnement. Ils ont dû commencer par comprendre qu'une forme plane et convexe favorisait l'aérodynamisme. Puis observer que la progression gyroscopique, comme on l'appelle aujourd'hui, permettait au boomerang de faire un virage et de revenir. Il pouvait lancer un boomerang à 100, 200 ou même 300 mètres et le rattraper au vol. Si on le lançait par-dessus un groupe d'oiseaux aquatiques,
Ils planaient dans les airs avant de revenir. Les oiseaux croyaient être menacés par un rapace et volaient plus près de l'eau. Alors les chasseurs tendaient un filet pour les attraper. C'était une technique de chasse très élaborée dans laquelle le boomerang qui revient jouait un rôle essentiel. Il y a 8000 ans, le niveau des mers a submergé les vastes plaines côtières du Nord. De nombreux groupements humains ont été chassés de leurs terres ancestrales et se sont réfugiés à plus haute altitude. Dans la région de Kimberley, ce ne sont pas les silhouettes gracieuses des Guyans qui sont représentées, mais des personnages rigides et armés. Ils se battent. Vous savez à quoi on le voit? À quoi? Ils n'ont pas de tenue de danse. Regardez, ils se battent. S'ils faisaient la fête, on verrait leur attirail de danse. Celui-ci a une lance. Vous voyez cette lance? Ils se combattent. Ici, c'est le propulseur. La lance est partie. Tout en bas. C'est formidable. Oui. Au sud de la Nouvelle-Guinée, l'eau douce du grand lac de Carpentarie a été remplacée par de l'eau de mer. Cela a obligé des populations entières à se replier sur les hauteurs de la terre d'Arnhem. Il y a 6000 ans, les conflits territoriaux étaient tels qu'ils ont donné lieu à des batailles rangées entre factions guerrières. Les scènes de bataille dans l'art pariétal australien se trouvent principalement dans l'ouest de la terre d'Arnhem. C'est là que figure la plus ancienne du monde. Il y a plusieurs sites représentant des personnages tout simples, avec des saguets, des boomerangs, une hache de pierre emmanchée. Ils sont en deux groupes qui s'affrontent. Sur l'une des peintures, une fissure dans la paroi sépare les deux camps. Certains guerriers passés de l'autre côté sont la cible d'un jet de lance. Sur l'ensemble du littoral, les grandes inondations ont favorisé la naissance de communautés de plus en plus spécifiques. L'une des plus notables est sans doute celle des Tasmaniens, isolés du reste du continent il y a 14 000 ans. La séparation des îles du détroit de Bass et de la Tasmanie a été le point de départ d'une des plus longues périodes d'isolement d'un groupe humain sur la planète entière. Qu'est-il arrivé à une population qui s'est retrouvée isolée aussi longtemps, il y a entre 10 000 et 14 000 ans? Les premiers récits sur les peuplements en Tasmanie, rédigés par des scientifiques français du XVIIIe siècle, décrivent une population florissante. Quand les Français sont arrivés dans la baie de la Recherche, les gens qui vivaient là étaient en bonne santé. Heureux. Tout allait bien pour eux. Les grands explorateurs, comme d'Entrecasteaux, Baudin et bien d'autres, ont observé que les aborigènes de Tasmanie étaient en excellente santé. Les explorateurs français ont découvert un mode de vie unique, qui reposait sur un nombre très limité d'outils. Seulement 22. Sur le continent australien, à la même époque, on en comptait environ 120, dont le boomerang, le propulseur de lance, la hache et son manche, ou le bouclier de bois, pour n'en citer que quelques-uns. Les Tasmaniens n'avaient rien de tout cela. Leurs seules armes étaient un gourdin en bois et une sagaie, et ils disposaient de quelques outils en pierre, de paniers tissés et de sacs faits avec des algues. Cette liste d'objets
a permis aux populations de survivre dans un environnement très changeant et de développer une société tout aussi riche que les autres chasseurs-cueilleurs. Ces gens n'étaient absolument pas menacés d'extinction. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais ça soulève une question. Est-ce que ce minimum suffit pour survivre, pour mener une vie saine, heureuse et durable en société? Cette vision remettait en cause la pensée européenne, qui n'envisageait pas le progrès sans la technologie. En Europe, on considérait les chars tirés par des chevaux, la roue ou la métallurgie comme autant d'inventions essentielles. Et on liait ça à la notion d'évolution. Ça a énormément influencé notre façon d'envisager le progrès. On associe l'évolution de l'homme aux avancées matérielles. Les Tasmaniens travaillaient moins que les Européens et avaient davantage de temps pour les activités d'ordre culturel. À mon avis, c'était un mode de vie rêvé. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Ça a fonctionné pendant 10 000 ans. C'est une bonne leçon pour notre époque actuelle. On n'a peut-être pas besoin de tous ces biens matériels pour vivre. Il y a peut-être un enseignement à tirer des aborigènes de Tasmanie. Un minimum de possession matérielle suffit à propulser une population viable dans l'avenir. Rendez-vous compte, ils ont duré 10 000 ans en vivant isolés. C'est extraordinaire. Au nord du Sahul, la Nouvelle-Guinée a été séparée du reste du continent il y a environ 8 000 ans. Au fil du temps, les terres situées entre les deux sont devenues l'archipel du détroit de Torres. Là, on est à Poulou, sur la plage de Poulou. Ok, on y est. À mi-chemin entre la Nouvelle-Guinée et l'Australie, l'île de Poulou est sacrée pour Signet et son peuple. Elle est à l'origine d'un changement profond dans leur communauté. Wow. Il y a 2900 ans, des insulaires du sud-ouest du Pacifique ont franchi le détroit de Torres. Il s'agissait des Lapita, les ancêtres des Polynésiens, qui ont par la suite colonisé les îles les plus perdues du Pacifique. Ils ont apporté avec eux des pirogues adaptées à la navigation maritime, des techniques agricoles et une poterie particulière. C'est un fragment de poterie Lapita. On voit des marques, Des incisions. et de légères impressions. Oui, C'est vraiment typique de l'art Lapita. oui. Cette poterie a entre 2005 et 2900 ans. Et ceux qui l'ont fabriquée sont les ancêtres de ceux qui ont fait celle-ci, qu'on a exhumée juste là. D'accord. Elles sont à nouveau réunies au bout de 2500 ans. Oui. Bonjour, grand-père. À partir de l'argile locale, les lointains ancêtres de Signet ont fabriqué les premières poteries australiennes, certainement pour transporter les récoltes.
Ils n'ont pas seulement apporté la poterie, mais aussi une langue, l'horticulture et l'agriculture. Parce que les Lapita, en parcourant la côte de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont cultivé les champs et fait pousser des bananes, du taro, des ignames. Ils ont apporté l'agriculture. Ouais. C'est la seule explication à une telle densité de population sur ces îles. Ils avaient beaucoup de ressources marines, mais pour qu'il y ait des centaines et des centaines d'habitants, il fallait davantage. Il fallait l'agriculture, il fallait faire pousser les aliments. Oui. Et ce grand changement est représenté ici, dans cette grotte. C'est l'agriculture qui a permis la survie des grandes populations d'insulaires du détroit de Torres. Pour cela, les habitants de toutes ces petites îles devaient être reliés entre eux. Ils ont organisé un vaste réseau d'échanges grâce à leurs énormes pirogues à voile. Des propulseurs et des saguets étaient acheminés du Cap York jusqu'au détroit de Torres. En retour, des tambours, des masques, des arcs et des flèches étaient transportés des îles jusqu'au Cap York. C'était un peu comme des autoroutes maritimes. Tout s'échangeait, y compris les idées. Pourtant, le continent australien n'a pas adopté le concept d'agriculture, qui faisait partie intégrante de la vie des populations du détroit de Torres. Quand les aborigènes d'Australie ont découvert l'agriculture et le jardinage, ils ne les ont pas apportés. Au Cap York, ils ont peut-être essayé quelques années il y a des siècles, mais ils ont renoncé. Ils ont préféré leur système de gestion des sols. Et il en a été de même dans toute l'Australie. Dans le sud-est, les Gunditjmara ont choisi d'accroître les ressources que fournissait la terre en modifiant le paysage avec l'aide des forces de la nature. Nous sommes sur son domaine. Il a apporté le savoir, mais aussi la peur dans le cœur des peuples Gunditjmara. C'est le créateur suprême pour nous. Il y a 35 000 ans, l'éruption du volcan Butch Beam sur le mont Eccles a recouvert de basalte et de lave le paysage tout entier, y compris les criques environnantes. Au fil de dizaines de milliers d'années, les Gunditjmara ont vu les zones humides du lac Konda se développer et se remplir de millions d'anguilles et autres poissons. Les anciens, très imaginatifs, ont décidé de se servir des rochers pour attraper les poissons et nourrir la population à moindre effort. Il y a au moins 6500 ans, les Gunditjmara ont conçu des pièges à poissons avec des rochers. Ils ont mis en place un système d'aquaculture permanente, l'élevage d'anguilles, qui faisait vivre des milliers d'habitants. C'est un mécanisme très sophistiqué. Ils ont retiré des tonnes de rochers pour rendre le canal plus profond. Ils l'ont façonné? Oh oui. Normalement, il devait y avoir un mur de lave ici, pour empêcher l'eau de pénétrer dans les basses terres. Mais il a été démoli, là. C'est le tout début des pièges à poissons du lac Konda. Il y avait des dizaines de systèmes hydrauliques tout autour du lac. Celui-ci, cartographié au XIXe siècle, faisait plus de 350 mètres de long. Il montre comment les pluies printanières charriaient des anguilles en s'engouffrant dans le canal.
Quand l'eau arrivait, les anguilles étaient projetées contre les rochers. Elles cherchaient un chemin par où passer, comme ici. Les anguilles arrivaient là-dedans. Ensuite, la population attrapait ce panier quand il était plein et le soulevait. Puis ils le vidaient au sec. L'eau ne montait pas jusqu'ici à l'époque. À mesure que le niveau du lac s'est élevé, d'autres canaux et d'autres pièges ont été ajoutés. La population a astucieusement exploité le débit naturel de l'eau pour pêcher plus d'anguilles. Les Gunditjmara ont également confectionné des pièges à partir des dépressions naturelles du terrain, qui devenaient des mares permanentes une fois les inondations résorbées. C'était en quelque sorte des étangs d'élevage qui sont à l'origine de l'aquaculture. Ça contredit la vision européenne qui voit les aborigènes comme de simples chasseurs-cueilleurs, uniquement capables de puiser dans les ressources de la terre. Dans cette région, ils étaient plus que ça. C'étaient de véritables agriculteurs. Non contents d'élever des anguilles, les Gunditjmara ont également bâti des villages d'habitation en pierre. La porte d'entrée est ici. Ça en fait une. Oui. Il y en a plusieurs. Une autre ici. On en voit les contours. Les murs ne sont pas très hauts, à peine 60 cm. Juste ce qu'il faut pour faire tenir l'armature qu'on ne peut pas planter directement dans le sol trop rocailleux. Il devait y avoir 5 branches arquées qui formaient une structure en pointe d'au moins 2 mètres. Et le tout était ensuite recouvert de branchages et de feuillages. Là, on n'a qu'une partie du village. Il devait y avoir des milliers et des milliers de Gunditjmara qui vivaient par ici. Et il y a des huttes en pierre dans le même genre que celle-ci, un peu partout. On sait que les Gunditjmara comptaient au moins 3 à 4 000 individus et que leur densité de population était l'une des plus élevées d'Australie. Ce que j'adore, c'est qu'on peut s'asseoir là où s'asseyaient vos ancêtres. Absolument. Et alors, on voit quoi? On sent le feu de bois. On entend parler dans le bush. Il y a des enfants qui jouent au milieu des pierres. Les jeunes filles parlent des jeunes garçons qui paradent devant elles. Elles chuchotent leur nom. Elles disent qui est libre et qui ne l'est pas. Les hommes reviennent de la chasse. Ils chantent à l'approche du campement et les femmes leur répondent. Ils devaient avoir une grande connaissance des choses à l'époque. Cette empreinte spirituelle et culturelle est encore présente dans le pays et elle est extrêmement vivace dans l'Australie tout entière. On sait que dans de nombreux endroits du globe, les gens ont fini par apprivoiser la faune et la flore. Mais chez les populations aborigènes, c'était très différent. Ils n'ont pas seulement apprivoisé les animaux, mais le paysage tout entier. Pour cela, ils disposaient d'un outil primordial, le feu. L'usage qui en a été fait dans ces régions était plus ambitieux et productif que n'importe où ailleurs. On faisait comme ça.
Les ancêtres faisaient tout brûler. Ils m'ont montré comment ils utilisaient le feu pour chasser. À la saison sèche, Sean Namanilk et sa communauté de la terre d'Arnhem brûlent des parcelles de leur territoire pratiquement chaque jour. Bien, très bien. Mais c'est dangereux si on est là-bas. Si le feu va vite, vous brûlez. Mais si vous restez là, aucun danger. Le feu est utilisé depuis des milliers d'années pour débroussailler et chasser. C'est pour le kangourou. On attend qu'il arrive. Le feu se propage vite, alors on attend là. Il ne nous voit pas. Et quand il passe, boum, tué. Et pas qu'un seul. Il y a plein de kangourous partout. Le bâton sert à ça. Dans de nombreuses régions reculées d'Australie, l'utilisation réfléchie du feu que faisaient les aborigènes en brûlant régulièrement des parcelles choisies a été récemment reprise par les autorités. Les anciens nous ont expliqué. Ils savent tout, tout. L'emploi du feu était si répandu et systématique qu'il a complètement transformé le paysage australien. Comme l'atteste ce dessin, fait par un Européen, du mont Eccles à Victoria. En haut à gauche, il y a une paroi très particulière. On la retrouve ici, en forme de boomerang, juste en dessous de la colline. Les premières peintures européennes de l'Australie montrent que les forêts d'eucalyptus étaient entrecoupées de sentiers. Des sentiers débroussaillés par un brûlage régulier au cours des siècles. Il y a un chemin qui descend jusqu'à la mer. Un autre qui va par là et devient plus étroit, puis un autre ici. Il y a des sentiers de part et d'autre de l'herbe. C'est le schéma aborigène typique pour la chasse aux kangourous. Une petite partie du sentier était brûlée. Quelques semaines plus tard, la repousse attirait les kangourous. Sur le mont Eccles, les chasseurs se cachaient dans la forêt et piégeaient les animaux au pied du sentier quand ils arrivaient au bord de mer. Maintenant, regardez, il n'y a plus de chemin. Il y a des arbres partout. C'est une forêt très dense. Une aborigène m'a dit, « Pauvre pays, tout part à volo. » Ils aimeraient avoir un environnement propre et net, qui permette d'attraper les kangourous, mais aussi de les nourrir. Ils savaient où se trouvaient les animaux, c'était plus prévisible. Abondance, efficacité et prévoyance, voilà les trois objectifs des aborigènes quand ils utilisaient le feu. Le brûlage a été pratiqué dans tous les habitats australiens pendant des millénaires. L'ensemble du continent pouvait donc produire davantage de nourriture, même dans les zones les plus inhospitalières. Je vais allumer. Vous êtes prêts? En qualité de ranger, Timmy Patterson continue d'allumer des feux dans le désert occidental. Je fais ça pour que la nourriture revienne, comme les djinjuwiri, les groseilles et les lézards. Et puis aussi, ça fait repousser les jolies fleurs. Grâce au brûlage régulier de petites parcelles, même les déserts sont capables de produire des végétaux en permanence.
C'est des ginjuiri, des groseilles. Les hommes peuvent en manger quand ils reviennent de la chasse. Une dinde, balala. Quand on allume un feu, elles viennent chercher les lézards. Elles viendront peut-être après le brûlage. Le paysage est brûlé selon un schéma précis, pour qu'au fil des différentes repousses, le sol puisse offrir une variété de nourriture tout au long de l'année. Ça permettait aux gens de ne pas dépendre du hasard, mais d'une certaine organisation. Dans cette profusion de végétaux, d'animaux, d'oiseaux, d'insectes, de reptiles, ils ont réussi à produire un équilibre. Ils ont permis ça. Tout est organisé pour que la faune et la flore puissent se débrouiller. L'homme donne la première impulsion, mais après les animaux et les végétaux font le reste. Les aborigènes ont créé ce continent qui ne ressemble à aucun autre au monde. Ils ont écrit l'un des grands chapitres de l'histoire de l'humanité. Leur mode de fonctionnement est très malin. Ils laissent du temps pour avoir d'autres occupations. Au cours des siècles qui ont précédé les premiers contacts avec les Européens, ce continent était occupé de bout en bout par plus de 200 communautés de cultures différentes. Chacune d'entre elles façonnait activement l'écosystème, tout en respectant les cycles de la nature, pour créer un vaste système de gestion des sols. C'était le plus grand terrain agricole de la planète. Ce qu'ils ont fait est remarquable. Aucune autre civilisation ne les a égalés. Ils s'assuraient que toutes les espèces avaient un habitat. Les gens pouvaient utiliser les ressources végétales et animales, mais le système était durable. Ils renouvelaient les richesses sans les endommager, sans menacer l'avenir. Jusqu'à l'arrivée complètement inattendue d'étrangers. Les Hollandais, tels des fantômes blancs venus des mers. L'histoire du tout premier contact européen s'est transmise de génération en génération. Je la tiens de mon grand-père, mais c'est sans doute son arrière-grand-père qui la lui a racontée. Les Hollandais avaient une barque. Ils pagaillaient. Ils sont arrivés et ont demandé « Il y a de l'eau? De l'eau ?» Et les aborigènes les regardaient. « De l'eau! De l'eau !» Ce sont des fantômes qui sont sortis des tombes. En 1606, la compagnie hollandaise des Indes orientales envoie le capitaine Wilhelm Janszoon explorer le Pacifique Sud pour y trouver de l'or et de nouvelles sources de commerce. La compagnie avait pour habitude de kidnapper des habitants afin que ces derniers leur servent d'interprètes et leur montrent où se trouvait le métal précieux.
Les Hollandais ont enlevé une jeune fille. S'ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait eu aucun problème. Tue-le. Tue ce type. Moi, je tue celui-ci. Ils en ont tué 3 ou 4. D'autres se sont enfuis. Ils sont redescendus vers la mer et ont repris la barque pour regagner leur navire. Quand ils sont partis, ils ont tiré. Et ils ne sont jamais revenus. Voilà comment s'est passée la première rencontre entre les aborigènes et les Européens. Les archives néerlandaises confirment qu'elle a fait des morts dans les deux camps. Aucune marchandise de valeur, juste une côte rocailleuse et aride, sans ressources d'eau douce, habitée par des sauvages. Pas d'or, rien que du sable. Au cours des 2 siècles qui ont suivi, des vaisseaux hollandais ont été aperçus au nord, à l'ouest et au sud du continent. Puis, en 1770, sur la côte est, un navire d'un autre pays est arrivé. On n'avait jamais vu ça. Mais c'était réel. Les aborigènes observaient les moindres faits et gestes de ces gens. Ils se demandaient ce qu'ils voulaient. Qui ils étaient. C'étaient des Anglais. Le lieutenant James Cook et le naturaliste Joseph Banks à bord du voilier Endeavour. Banks et Cook racontent qu'on les a pratiquement ignorés quand ils sont arrivés à Botany Bay. Mais quand ils ont voulu accoster, 2 hommes les ont attaqués à coups de sagaie. Ce n'était pas de la peur. Ils n'étaient pas inquiets. C'était de la curiosité. Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils font? Ça a dû être intense quand ces 2 habitants ont compris qu'ils étaient seuls contre tous ces étrangers avec des choses qui faisaient du bruit. Quand les Anglais ont commencé à tirer, là, je pense qu'ils ont eu peur. Attends, c'est quoi ça? Les 2 guerriers d'Eora ont tenu bon et menacé les nouveaux arrivants de leurs lances. Une balle a blessé l'aîné des 2. Les étrangers blancs ont accosté. Les 2 guerriers ont continué de lancer leurs saguets. Au 3e coup de feu, ils ont détalé. Sur les 6 jours que les Anglais ont passés à Botany Bay, ce fut leur seul contact avec le peuple Eora. Dix-huit ans plus tard, 11 navires, avec plus de 1000 passagers à bord, ont accosté au cœur de la patrie de la tribu Garigal. Cette fois, ils sont restés. Je voudrais saluer nos anciens, d'hier comme d'aujourd'hui, et rendre hommage à tous nos frères et sœurs aborigènes, quelle que soit la communauté dont ils viennent.
bienvenue chez les Garigal, en terre aborigène. Et à tous les non-aborigènes, j'adresse mes vœux chaleureux et sincères de bienvenue. Ici, c'était, c'est et ce sera toujours une terre aborigène. Il y a de nombreux descendants d'esprit ici, et ils sont vivants. Dans notre culture, on considère que les ancêtres sont toujours là. Quand je sens leur présence, ça me fait pleurer. Ils me disent « Bienvenue chez toi, Margaret ».